Maya se matérialise au centre de la pièce, son corps recouvert de terre, son uniforme scolaire déchiré et vendu. Les filles le poussèrent des cris de terreur et se regroupèrent, tremblantes les unes contre les autres. S'il vous plaît, Camille, pardon. 2 mois avant cet événement, Maya était assise au fond de la salle de mathématiques, concentrée sur ses notes, griffonnant dans son unique cahier. Tandis que ses camarades de classe affichaient fièrement des sacs et des cahiers modernes, les fournitures de Maya étaient du petit magasin de fournitures de bureau de Musin où son père vendait parfois quelques articles. Regarde son calculateur, chuchota Victoria assez fort pour que Maya l'entende. C'est un modèle basique, probablement acheté sur le marché. Mais Maya ne réfléchit pas. Elle serra son crayon et poursuivit son travail avec détermination. Elle avait gagné sa place ici grâce à ses résultats exceptionnels aux examens d'entrée, les plus élevés que l'école ait jamais vus. Pourtant, cette réussite n'attirait que le mépris de ses camarades privilégiés qui la critiquaient à cause de son uniforme de seconde main. À chaque pause déjeuner, Maya se réfugiait dans la bibliothèque, mangeant le jollof de riz et les plantains que sa mère lui avait préparés, tandis que ses camarades préféraient la cafétéria plus chic et coûteux. Mais Maya chérissait la cuisine de sa mère car elle lui rappelait sa maison modeste mais pleine de chaleur. « Tu n'as pas besoin de t'isoler ici chaque jour », lui avait dit un jour Monsieur Levin, le bibliothécaire. « Tu mérites de profiter de la cafétéria comme tout le monde. » Maya lui répondit simplement avec un sourire. « J'aime bien cet endroit, Monsieur Levin. De plus, je dois préserver ma bourse, je ne peux pas décevoir mes parents. » Ses parents étaient si fiers qu'elle avait obtenu une bourse. Son père avait économisé pendant des mois pour lui offrir un uniforme, même si cela retardait les réparations de son magasin. Sa mère, les larmes aux yeux, disait souvent « Cette éducation t'ouvrira des portes, dit Maya. Tu iras longe. » Maya levait toujours la main la première en classe. Ses devoirs étaient irréprochables et ses résultats aux examens ne descendaient jamais sous les 95%. Mais son succès ne faisait que nourrir l'hostilité du groupe élitiste. Elles versèrent de l'eau sur ses livres, cachés en sa boîte à lunch, et se moquaient bruyamment de ses chaussures usées. Une fois, Sophie, la capitaine de l'équipe sportive, tente même de la faire trébucher dans les escaliers. Mais Maya reste implacable, concentrée sur ses études et son rêve de devenir médecin. La seule personne à lui offrir un peu de compassion était Emma, la fille du pasteur de l'école, qui partageait parfois son déjeuner avec elle dans la bibliothèque. Cependant, après que le groupe de filles ait menacé Emma de ruiner sa vie si elle continuait à fréquenter Maya, même cette amitié fragile se brisa. Le jour où tout bascula, Maya apprit qu'elle avait été sélectionnée pour représenter l'école à la compétition nationale des sciences. Lors de l'annonce officielle, la fierté du principal résonna dans la salle. La Westminster Academy incarne l'excellence, quelle que soit l'origine de l'étudiant. Ce même jour, elle découvre son projet scientifique réduit à néant dans le laboratoire. Sur les débris, un mot était inscrit. « Connais ta place ». Ce soir-là, tout en préparant une soupe pour le dîner avec sa mère, Maya songea à parler de l'incident, mais en voyant son père épuisé par une longue journée de travail et les mains calleuses de sa mère, elle se retint, ne voulant pas les inquiéter davantage. « Comment s'est passée l'école aujourd'hui » demanda sa mère. « Tout va bien, maman, ne t'inquiète pas. » Le lendemain, Camille et ses amis invitent Maya à étudier avec elle après l'école. C'était la première fois qu'elle lui témoignait de la gentillesse. Maya, méfiante mais une peu curieuse, espérait qu'elle finirait par l'accepter, maintenant qu'elle allait participer à la compétition scientifique. Mais cet espoir se dissipa dans les bois derrière l'école, où elles la poussèrent dans une tombe peu profonde qu'elles avaient préparée. Elle riait, tandis qu'elle recouvrait sa bouche de terre. Maya hurlait, griffait désespérément la terre, mais son corps se faisait écraser sous le poids de la terre. Ses derniers cris se perdèrent dans le vent. Les filles l'avaient enterrée vivante pour lui, à prendre sa place. Ce fut la dernière pensée de Maya avant que tout ne devienne noir. Cette nuit-là, Maya ne rentra pas chez elle. Sa mère, Madame Elena, s'inquiéta et serra son téléphone, répétant « Quelque chose ne va pas, elle appelle toujours si elle va être en retard ». Monsieur Levin, inquiet, se rendit à l'école, mais trouva les portes verrouillées et un gardien endormi. « Il faut appeler la police », dit Madame Elena, les mains tremblantes. L'officier de police, détaché, a répondu « Madame, calmez-vous. Ces jeunes de famille riches vont parfois chez des amis sans prévenir leurs parents. Si elles ne rentrent pas demain, appelez-nous. » Mais les parents de Maya savaient ce que leur fille n'agirait jamais ainsi. Le lendemain matin, ils se rendent à la Westminster Academy. Le principal, mal à l'aise, leur annonce « Nous n'avons pas vu Maya depuis hier après-midi. » Selon ses camarades, elle est partie après les cours. Les filles furent convoquées au bureau. Elles étaient assises là, l'air faussement préoccupées. « Nous lui avons proposé de venir étudier avec nous, » dit Camille, d'un ton presque calme, mais elle a refusé. Elle avait dit qu'elle devait rentrer chez elle. Le regard de M. Levin se fit perçant, il comprit que quelque chose n'allait pas dans leur réponse, trop parfaite. Les jours se transformèrent en semaines. Madame Elena, délaissant son travail, parcourut chaque poste de police à la recherche de sa fille. Il colle des affiches partout et fournit les médias pour couvrir l'affaire.
3 semaines après la disparition de Maya, des événements étranges commencèrent à se produire à la Westminster Academy. Camille se retrouva dans les toilettes, se regardant dans le miroir. La tension était palpable. Les lumières clignotaient, un souffle froid lui caressait la nuque. Dans le miroir, elle aperçut une silhouette derrière elle. Lorsqu'elle se retourna, les toilettes étaient vides. « Bonjour » résonna une voix familière. Elle se figea. Quand Camille se tourne à nouveau vers le miroir, son cœur s'arrête. 2 mots étaient inscrits en vernis rouge sur le verre. « Je suis de retour !» Camille hurle. Le lendemain, la Westminster Academy fut envahie par des policiers et des journalistes. Les filles furent finalement contraintes de se rendre au poste de police. Lorsqu'elles avouèrent, elles s'effondrèrent en larmes. « Nous ne voulions pas la tuer, sanglota Mzelle. Nous voulions juste lui faire peur, mais elle s'est débattue. La terre, nous n'arrêtions pas de la jeter. » La police retrouva le corps de Maya exactement à l'endroit où elle l'avait enterré. Madame Elena s'effondra en voyant sa fille revenir à la maison, son corps emporté. La rue de Musine fut remplie de monde pour les funérailles et les commerçantes fermèrent leurs boutiques. Malgré l'argent et l'influence de leur famille, les 5 filles furent condamnées à la détention pour mineurs. « Gardez votre argent » dit Monsieur Elena d'une voix ferme. « Vos millions peuvent-ils ramener ma fille? Peuvent-ils lui donner l'avenir qu'elle méritait ?» La Westminster Academy a constitué la fondation Maya Elena, offrant des bourses complètes aux étudiants défavorisés et mettant en place des mesures strictes contre le harcèlement. Les 5 filles purgèrent leur peine, hantées non seulement par le spectre de Maya, mais par la culpabilité qui rongeait leur âme. Une semaine plus tard, M. Levin, en fermant la bibliothèque, aperçut une silhouette familiale. Le fantôme de Maya était là, assis à sa place habituelle, un sourire paisible sur le visage. « Reposez en paix, cher enfant » murmura M. Levin. La justice a été rendue. Ne manquez pas nos prochaines vidéos. Abonnez-vous maintenant pour rester à jour avec notre contenu exclusif et inspirant.